Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Éco-Santé, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui innovent dans le secteur de la santé. Je suis Marguerite de Rodelec, journaliste, podcasteuse et cofondatrice de MedCheck Studio et je suis ravie d'animer cette émission qui vous est proposée par Médicine Paris Région qui depuis plus de 20 ans fédère les innovations pour faire de l'Île-de-France le premier écosystème santé d'Europe. Véritable catalyseur de collaboration entre chercheurs, entreprises et institutions, le pôle accompagne chaque jour l'innovation au service d'une santé plus performante, plus accessible et résolument tournée vers l'avenir. Dans ce premier épisode, nous allons vous parler d'un sujet aussi stratégique que complexe, le passage à l'échelle des startups de la health tech. Parce qu'en France, il y a un paradoxe. On a des idées brillantes, un vivier impressionnant de jeunes pousses qui innovent dans la santé et de quoi les accompagner sur les premières étapes de leur développement. Mais une fois le premier million levé, une fois que le produit est prêt à rencontrer son marché, la route se complique. Alors, comment passe-t-on de la start-up prometteuse à la scale-up solide, prête à s'imposer à l'international? Pourquoi la série A est-elle souvent un mur difficile à franchir en France? Et surtout, que peut-on faire pour changer la donne? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Antoine Tenière, médecin, chercheur, pionnier de la simulation médicale et président de l'Association des acteurs de la French Care, et Romain Casavant, entrepreneur en série d'Early Health Tech, aujourd'hui engagé chez Medicine en tant que vice-président du collège TPE-PME. Bonjour Antoine. Bonjour Marguerite. Bonjour Romain. Bonjour Marguerite. Antoine, le passage à l'échelle des startups health tech est devenu un enjeu majeur. Pourquoi est-ce important que la France se positionne comme startup et scale-up nation dans le domaine de la santé? Alors c'est effectivement un enjeu majeur, d'autant plus qu'on a un tissu d'innovation, un tissu d'inventivité qui est extrêmement, riche, mais on voit que le filtre, vers l'industrialisation, vers le passage à l'échelle, que ce soit en France ou, à l'international, il est souvent, plus compliqué. Donc on est nombreux à essayer de comprendre, non seulement évidemment comment est-ce qu'on va continuer à nourrir ce tissu d'innovation et d'inventivité. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent, on pourra en reparler, pour faire émerger, ces, jeunes entreprises qui, pour beaucoup, viennent de la recherche, notamment dans la santé. Et puis, on essaye de comprendre, et surtout de mettre en action des réponses pour, arriver à passer ce filtre dont je parlais, et qui fait qu'aujourd'hui, on a encore trop peu d'entreprises, qui émergent réellement après 5 ans, après 10 ans, pour être des grands champions à l'échelle française et européenne. Donc c'est ce sujet sur lequel nous sommes engagés et là aussi avec, l'actualité qui doit faire comprendre à tout le monde combien c'est important, d'arriver à faciliter cet, ensemble de déploiements à l'échelle européenne. Romain, côté terrain, toi, tu accompagnes des dizaines de startups, d'entreprises chaque année. À partir de quel moment on sait que les entreprises sont prêtes à passer de la start-up à la scale-up et donc de scaler, en fait? Alors, je dirais que le marqueur, dans chaque marché et dans chaque, étape de la vie de l'entreprise, c'est le chiffre d'affaires, hein. Si on met de côté les biotech qui évidemment ont un business model qui est un petit peu différent. Donc ce chiffre d'affaires, on va dire, c'est quand le premier million ne devient plus un accident. Le premier million peut être un accident, peut-être un super coup avec, un acteur très important, un labo aux États-Unis, un acteur, hospitalier français. Mais quand on arrive à répliquer effectivement ce premier million et dépasser ce premier million et répliquer le modèle qu'on a mis en place, là, on peut dire que la société est en voie de scale-up, donc d'accélération et va se poser un certain nombre, d'enjeux derrière, organisationnels, humains et cetera. Mais il faut vraiment bien percevoir à quel moment, justement, on va passer ce côté un peu exceptionnel et comment on va le répliquer et comment on va pouvoir le multiplier et mettre en place des processus qui vont faire que, heu, pour revenir un petit peu et pour rebondir sur ce que disait Antoine, le vrai sujet n'est plus l'innovation. On est effectivement passé de la startup nation qui était indispensable pour mettre, hein, pour, développer ces innovations, les faire un peu fleurir, au niveau national. Mais comme le marché national n'est pas suffisant, il faut vraiment passer à l'échelle. Il faut vraiment, s'attaquer maintenant à minimum l'Europe, probablement toujours l'Amérique du Nord pour des raisons, assez évidentes d'homogénéité de pays, de prix et cetera,
mais d'avoir ces visions tout de suite dans la création de l'entreprise et ne pas que se focaliser sur l'innovation, sur la R&D, mais aussi sur le développement commercial et se confronter dès le début à quelles sont les barrières à l'entrée, hein, pour ces startups, pour croître et aller à la rencontre de leurs payeurs. Il faut jamais l'oublier, c'est pas l'État le payeur, c'est le client. Effectivement, c'est bien de le rappeler. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un peu tous les 2 quels sont les enjeux auxquels font face, les entreprises qui, ont ce passage à l'échelle. Antoine? Alors moi, j'en vois au moins 3. Le premier, il est essentiel quand on va déployer une innovation, c'est de se rappeler qu'une innovation, par définition, elle a au moins 2 caractéristiques précises. La première, c'est qu'elle résout, un problème, et donc il faut arriver à bien faire le tour de ce qu'on va chercher à résoudre avec, cette innovation, et le deuxième, c'est qu'elle a un modèle économique pour se déployer. C'est ce que disait Romain, à l'instant, mais ça reste quelque chose qui est pas toujours évident pour des très jeunes, entreprises. Ça, c'est le premier élément pour moi qui est la brique de base. Deuxième élément, quand on va vouloir, se déployer à plus large échelle, c'est la question de la structuration, de l'entreprise. La façon dont elle va s'organiser justement pour pouvoir se déployer. Ça veut dire être prête, et avoir mis en place des processus pour, recruter rapidement 40, 50, 60 personnes. On l'a vu, dans pas mal d'entreprises qui sont en hyper croissance, et c'est des changements qui sont, profonds. Donc ces paramètres de structuration interne, il y a les RH, mais il y en a pas mal d'autres. Et puis, il y a les enjeux de régulation et d'accès au marché qui vont être extrêmement importants, et là aussi, c'est vraiment une des clés, pour pouvoir arriver à se déployer sur, différents marchés. Dans la plupart des pays, les structures de régulation sont relativement complexes, donc ça se prépare. Les entreprises sont accompagnées, pour ça, et il faut évidemment toujours apprécier, c'est ce que je disais en comparant, des tailles de marché tout à l'heure, ce qu'il y a derrière cet enjeu de régulation. Romain? Alors, moi, je veux dire déjà, l'État aide énormément les sociétés à passer à l'échelle, hein, parce que en fait, si on regarde alors l'État ou l'Europe, hein, que ce soit, l'État français ou l'Europe, il y a énormément de dispositifs d'aide sur la partie R&D. Donc quand on est une entreprise, donc finalement, on peut se concentrer sur la partie, sales and marketing. Là, il y a moi, j'émettrais une critique, à mon sens, il y a pas assez, d'enveloppes dédiées à l'achat innovant et vraiment structuré de telle façon, au sein des hôpitaux en particulier. Voilà. Donc il faudrait pouvoir flécher ça et aider les hôpitaux à consacrer une partie, de leur commande publique sur l'innovation pure, quitte à se tromper, hein, mais, justement, alors il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je ne remets pas en cause, mais ça, c'est un vrai challenge. C'est parce que, en fait, quand on est une start-up et qu'on veut accélérer, la priorité, c'est son marché domestique et très rapidement, on se rend compte que le marché domestique n'a pas les moyens d'acquérir cette innovation au juste prix d'innovation. Mais la logique d'une start-up ou d'une scale-up, c'est d'abord de se développer sur le marché domestique, ensuite dans sa première zone géographique qui est l'Europe, hein, qui est quand même une zone de libre-échange. Et là, la commande publique n'est pas claire, c'est différent d'un pays à l'autre. Dans certains pays, le marché est totalement fermé si on n'est pas une société objectivement du pays, etc., etc. Donc les vrais freins, ils sont là. Pour autant, qui dit frein dit opportunité. Donc c'est à celles qui sauront très naturellement aller dans ces pays-là, étudier les marchés, commencer à bâtir au niveau, je dirais, sur des projets collectifs, des relations avec un certain nombre d'hôpitaux ou de pharma au niveau européen, qu'ils vont pouvoir, vraiment tester leur fit to market, hein, leur capacité à vendre plus tard aux hôpitaux. Et ce passage, il est un peu compliqué. On n'a pas non plus une vision très claire de ce qui se passe, de ce qui se fait en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et cetera. Ce sont pourtant nos marchés assez, en Benelux, nos marchés assez naturels. Donc voilà, pour moi, les contraintes, elles sont là. C'est pas insurmontable, mais là, pour le coup, c'est vrai que ça pourrait aider nos champions français d'avoir des enveloppes dédiées sur la commande publique, en particulier hospitalière, sur l'innovation. Et alors, je reste avec toi puisque, quand une start-up passe à l'échelle, il y a un certain nombre de changements qui vont devoir être opérés, changement de gouvernance, on va recruter, massivement, on va, changer les process. Comment on fait, puisque toi tu as vécu ces changements de l'intérieur, comment on fait tout ça sans perdre en agilité et en créativité? Première question à se poser, c'est est-ce qu'on est tous armés au sein du comité de direction ou des cofondateurs, pour aller affronter un marché international? Et quand je dis ça, je dis qu'il y a 3 branches majeures dans une entreprise, la R&D, Sales and Marketing and Delivery.
Et donc, il faut vraiment se poser la question de est-ce qu'on peut passer à l'échelle sur ces 3 niveaux-là, tout en gardant l'agilité? Le vrai enjeu, il est là. Donc, si on reprend des organisations assez classiques, est-ce que les people, les gens qui composent nos équipes, sont adaptés à ces organisations dites classiques? C'est d'autant plus important de mettre en place une organisation dite classique, donc en fait le miroir de nos futurs clients, soit les grandes entreprises ou les hôpitaux, parce qu'en fait, comme les ventes sont un peu compliquées, il faut qu'ils puissent se référer à ça. Il faut qu'ils puissent rencontrer le directeur de la R&D, la directrice des ventes, le directeur, des opérations et cetera, pour se dire: «Voilà, j'échange d'égal à égal en termes organisationnels». Donc le vrai enjeu, il va être là et puis après, il faut mettre en place des process. C'est pas tout, hein, de mettre en place une organisation et des gens. Il faut mettre en place des vrais process de qui décide de quoi sur le produit, comment on le vend, comment on le délivre et comment on facture et on récupère l'argent. Et moi, j'ai toujours un marqueur pour moi qui est assez fort, c'est de dire à partir du moment où on passe à l'échelle, je pense que l'innovation, la vraie, elle doit passer de la R&D au commerce. C'est là où on doit devenir hyper innovant. C'est comment aller conquérir de nouveaux marchés, comment identifier les bons partenaires, comment aller sur certains pays, comment segmenter son propre marché. Là, il faut être super innovant pour le coup. Mais tout en gardant vraiment des process très fluides au sein de l'entreprise et hyper agiles, Et qui doivent être respectés. C'est forcément. parfois dire. Mais aussi amender. C'est-à-dire que ça se fait en équipe. C'est pas parce qu'on a mis en place un process qu'il est bon. Et si on se rend compte qu'il est bon, pour le coup, on doit le respecter. Antoine, si tu puisses dans ton expérience personnelle, est-ce que tu as vu des exemples autour de toi d'entreprises qui ont pu passer ce cap de professionnalisation sans avoir leur innovation, leur créativité bridée? Oui, alors, on a heureusement beaucoup de bons exemples, d'hypercroissance, que ce soit dans la santé ou dans d'autres domaines parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs quand même qui ont été mis en place en France pour, faciliter justement l'émergence de champions. Moi je trouve ce que Romain a dit est très important. Une des caractéristiques des jeunes startups, c'est, la créativité, hein. Et puis ce qu'on va, intégrer et on le voit sur beaucoup de chemins d'innovation, c'est la détermination et ensuite, la rigueur, qui va permettre ensuite de déployer, et de faire ce fameux passage à l'échelle et donc arriver à trouver, l'équilibre dans les transitions, parce qu'il y en a d'autres derrière ensuite, dans les phases d'hypercroissance. C'est extrêmement important pour ça, l'ensemble, que peut créer, une société dans son organisation, dans son esprit, dans l'alignement sur, les objectifs, il est, extrêmement important. Encore plus quand on va se projeter dans des marchés où on ne connaît pas encore, forcément, les usages, le fonctionnement, et cetera. Et donc pour moi, ça, c'est des briques, essentielles. Après, on peut citer plein d'exemples, dans la santé, qui me vient en tête, il y a Kemia, par exemple, qu'on a, nous, connu comme une, petite entreprise, et qui a connu un boom, complètement incroyable et c'est une excellente nouvelle grâce à Maximilien et puis à Emmanuel. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres et on voit que ce passage-là, il n'est pas forcément, évident. Parce qu'on se retrouve, petit patron, d'une petite enfin, peut-être patron, pardon, d'une petite équipe, à animer et puis tout d'un coup, pouf, on a, 40 personnes, des contrats qui tombent avec, des chiffres qui sont, impressionnants et puis derrière effectivement, des entreprises, des acteurs qui sont devenus clients et qui attendent, qu'on délivre avec, des codes ou des calendriers qui peuvent être un petit peu différents. L'accès au marché reste, un parcours du combattant. Romain, je me tourne vers toi. Quelles sont, les étapes à anticiper quand on est une start-up en train de passer à l'échelle qui souhaite arriver dans le marché français? Je pense que le vrai sujet, c'est la segmentation. C'est-à-dire que, on peut faire, 3 500 POC en France avec des hôpitaux, c'est pas un sujet. Même, avec les pharma, on va réussir à faire, l'enjeu, il est pas là, c'est pas de faire des POC. L'enjeu, c'est de se dire: «Effectivement, je fais un POC pour valider mon fit to market». Donc vraiment que mon produit, il remplit ce besoin-là. Il va être validé par les professionnels de santé parce que c'est dans la santé, en l'occurrence, si les professionnels de santé ne le valident pas, c'est quand même un peu compliqué. On peut avoir la meilleure idée du monde, ça passe quand même par eux ou, par les labos et cetera et cetera. Heu, une fois qu'on a validé ce POC-là avec un établissement qui doit être bien choisi et je dis attention, il y en a qui sont magnifiques, mais ils sont un petit peu compliqués à gérer en termes de POC et l'exigence du POC est peut-être pas en corrélation avec le produit.
Donc je pense que la cible, avec qui on va faire les choses est extrêmement importante et ensuite on démultiplie et ensuite on démultiplie. Mais si on ne segmente pas son marché, si on ne sait pas à qui s'adresser, si on ne connaît pas la façon dont les achats se font dans une grande entreprise ou dans un grand hôpital, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, sur le marché, qui est le marché, je dirais, domestique. Ensuite, quand on s'élargit, bah, la recommandation, elle est ultra évidente. On peut être amené à aller sur un marché grâce à des salons, grâce à des rencontres fortuites et autres, mais passer par un partenaire ou identifier un partenaire qui ait, pas trop d'overlap, parce que s'il y a trop d'overlap, forcément, on va être en compétition. Donc un partenaire qui puisse maximiser un petit peu, son produit et réciproquement, en fait, hein, parce que la réciprocité est aussi importante. Il faut qu'il soit intéressé à venir sur le marché. Là, pour le coup, ça peut être très intéressant et ça peut vraiment démultiplier les forces. Chacun sur son marché domestique peut, amener l'autre. Antoine, est-ce que les politiques publiques répondent à ces verrous ou est-ce qu'il faut aller plus loin, plus vite? Alors, il y a beaucoup de dispositifs, qui ont été mis en place pour, aider, les jeunes entreprises. On a parlé, des premières étapes d'amorçage, d'innovation. Il y a aussi des choses, sur, le passage à l'échelle en France, et à l'Europe. Ce qu'on voit, c'est qu'on a probablement besoin d'aller plus loin, de poursuivre, ces efforts. Romain citait, tout à l'heure les enjeux de la commande publique. Le dispositif, par exemple, Je choisis la French Tech, qui aide les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ou institutions publiques, entreprises privées, à aller plus facilement acheter chez des jeunes entreprises innovantes, est quelque chose qui vient d'être lancé et qui est très intéressant. Il y avait une initiative qui s'appelait Scale Up Europe qui a été lancée il y a quelques années et qui doit aussi porter des fruits encore plus importants. Et donc, il faut qu'on arrive à mettre en place sur tous les points qu'on a identifiés, les points clés de ce scaling up, de ce passage à l'échelle, les éléments qui vont nous permettre d'ajuster la façon dont les entreprises peuvent grandir. Il y a aussi beaucoup d'enjeux de régulation. Notamment dans la santé, il y a des dispositifs dérogatoires qui ont été mis en place et qui nous permettent finalement d'essayer de coordonner un peu mieux la vitesse de l'innovation qui s'accélère et qui est très forte, et puis notre capacité à évaluer et réguler, qui reste aujourd'hui encore limitée par rapport à cette accélération de l'innovation. Et donc il faut arriver à trouver l'agilité sans faire de concessions sur les éléments fondamentaux qu'on veut dans l'évaluation. Ça passe par exemple par des dispositifs comme le dispositif Pécan pour la télésurveillance qui aujourd'hui a été mis en place avec quelques entreprises qui arrivent à déposer des premiers dossiers et puis arrivent à accéder justement à cet accès dérogatoire. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a été mis en place en Allemagne sous un autre format, avec un format qui s'appelait le DIGA. Et il y a eu une collaboration entre la France et l'Allemagne justement sur ce type de dispositif dérogatoire. Donc on voit bien à quel point l'Europe va être vraiment l'espace de créativité pour ces nouvelles régulations. Et là aussi, dans la santé, on peut citer beaucoup d'exemples qui sont issus des apprentissages du Covid sur la coordination des évaluations de médicaments, par exemple, les stratégies d'acquisition à l'échelle de l'ensemble des 27 États membres pour les vaccins pendant le Covid. C'est quelque chose qui structure aussi l'Europe de la santé. Et puis, dans mon domaine qui est plus spécifiquement le numérique, la mise en place d'un espace européen des données de santé qui va être également extrêmement structurant pour le soin évidemment, pour la recherche, mais par miroir aussi pour les entreprises qui vont vouloir travailler sur des données de santé à l'échelle européenne. Oui, alors je pense que l'enjeu effectivement et tu citais Akemia. Akemia, dès le début, on a vu la promesse et je pense que de toute façon, Akemia aurait réussi, d'une certaine façon et d'une autre puisque l'idée et les personnes, ça c'était un fit un peu extraordinaire. Le vrai enjeu, c'est les 5 ou 10 derrière, en fait, ces sociétés-là. On peut en citer, hein, Sweet Frogs, Doctolib, et cetera. Mais il y a 5 ou 10 et c'est celles-là qu'il faut amener, au niveau européen. Heu, Moi, je dirais, il ne faut pas trop accompagner les boîtes, en fait. À un moment donné, sur la R&D, pour faire émerger l'innovation et la structurer et faire en sorte que ça devienne un produit, quel qu'il soit, absolument. Ensuite, non. Parce que, la guerre mondiale économique, c'est pas ça. C'est pas de perfuser les sociétés, d'aide et cetera. C'est de les aider, voilà, les muscler, les armer pour qu'elles puissent affronter les marchés internationaux. Il y a une stratégie extraordinaire, ça s'appelle le bouge ton cul.
Et effectivement, cette stratégie-là, qui coûte pas grand-chose, hein, c'est 1 semaine aux États-Unis, quelques jours à droite, à gauche, ça marche du feu de Dieu parce que au détour d'une conversation, si on arrive à bien cibler et LinkedIn est un réseau professionnel assez extraordinaire et les Américains sont très ouverts à ça, on peut décrocher un contrat et moi, j'ai vécu. Voilà et donc ça permet d'appréhender les choses. Mais mon vrai enjeu, c'était pas de recevoir de l'argent ou d'être dans un parcours fléché. Mon vrai enjeu, c'était est-ce que, à partir du moment où j'ai une promesse commerciale, je démontre que cette promesse commerciale est en train de se mettre en place, j'ai des fonds pour pouvoir me laisser structurer l'entreprise de telle sorte que je vais aller à l'étranger ou je vais attaquer ce marché-là. Donc pour moi, il est plutôt là et de la même façon, hein, donc ça, c'est pour, nous pousser et nous aider. De la même façon, laisser les hôpitaux ou les sociétés pharmaceutiques s'il y avait lieu, mais je ne crois pas qu'il y a pas forcément besoin, mais sur d'autres secteurs, il y aura peut-être lieu, les laisser acheter les innovations dont elles ont besoin et pas forcément formaliser un programme au niveau national ou au niveau européen, mais vraiment assumer que conceptuellement, chaque hôpital, chaque pharma est en droit de dire: «Bah, voilà, moi je suis intéressé par tel dataset, je suis intéressé par telle innovation, je suis intéressé par tel, sujet et donc je vais mettre en place une politique» et pour le coup les aider. Et pourquoi les aider? Parce que structurellement et historiquement, l'investissement dans l'innovation et en particulier dans l'innovation digitale, l'informatique de santé, a toujours été subventionné. Donc personne n'a pris le réflexe de dire: «J'investis, je mets en place des outils extraordinaires pour me structurer sur le long terme». Voilà, c'est comme ça. Donc ils attendent vraiment ça et donc si on arrive à faire corréler les 2, armer la boîte et avoir un débouché, là, pour le coup, je pense que et européaniser, hein, la vision des choses évidemment, pas une vision franco-française, vision européenne. Là, normalement, on devrait, créer des champions et s'occuper de ces 3 à 10 qui sont derrière les champions mécaniques, en fait. Et du coup, je précise que dans ma réponse, je parlais, vraiment de dispositifs de régulation et pas d'aide ou de financement, de subvention. Et je suis vraiment convaincu, de ce que dit Romain. On voit, nous arriver certains entrepreneurs, qui pensent que finalement, l'État, les aides, et cetera, vont résoudre les problèmes. En fait, dans le métier d'entrepreneur, il y a aussi un moment, alors je le dirais différemment, où il faut être déterminé, il faut se bouger et dans tous les trajets d'innovation qu'on voit, il y a énormément de très belles histoires. On a cité deux trois exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est toujours des gens qui se battent parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils amènent, crée une vraie valeur, parce qu'ils l'ont démontré, parce qu'ils ont convaincu autour d'eux et c'est jamais quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, avec, 2 aides, de, financement, postdoctoral, ou autre. Donc il y a c'est une énergie qu'il faut déployer et ce qui est certain, c'est que notre rôle, c'est d'accompagner ces gens qui ont envie de transformer un certain nombre de systèmes avec leurs innovations pour faire en sorte que cette énergie, elle soit bien utilisée et qu'on ne se batte pas contre des murailles, qu'on se batte pas contre des choses qui sont inamovibles, mais qu'on comprenne que l'énergie, c'est nous qui l'amenons. Voilà. Et donc, effectivement, c'est important de bien le repréciser. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on se développe à l'international? Romain? Surinvestir, sans se poser de questions et sans mettre en place une analyse de la rentabilité de notre investissement. En fait, c'est le seul piège parce que sinon globalement, il y a pas de piège. On n'est pas obligé d'installer un bureau à New York de 250 carrés, recruter 5 personnes et cetera. Enfin voilà, il y a si on est un petit peu raisonnable, il y a aucun piège. Au contraire, moi je trouve que ça fait grandir systématiquement l'entreprise. Le seul piège, ce serait de effectivement donner trop de fonds à une idée qui est pas validée. Mais bon, voilà, il y a aussi plein d'expériences, qui sont partageables. Il y a des endroits où il y a aussi beaucoup, pas que des Français, mais d'expatriés, type Boston, ou San Francisco. C'est assez rapide de comprendre, de s'entourer et de comprendre quel est, le risque, évidemment, du pays. Voilà, mais pour le coup, non, je vois pas de piège parce qu'en fait, c'est toujours la même histoire. On se nourrit de cette nouveauté-là et on améliore, je dirais, sa proposition de valeur grâce à ça. Je suis d'accord, avec ce que Romain a dit. Il y a quand même, à mon avis, il faut être averti des zones sur lesquelles on va, parce que les façons de fonctionner, parfois, un certain angélisme, économique, et cetera, c'est pas la caractéristique de toutes les zones, et donc moi, là-dessus, mais il y a beaucoup de dispositifs, Medicine en fait, d'autres acteurs, aussi,
pour vraiment donner cette conscience aux entrepreneurs qui vont à l'étranger. Là aussi, ils arrivent, ils ont des choses à conquérir. Voilà. Et il faut y aller en étant conscient de ce qu'ils vont amener, bien sûr, mais conscient aussi de l'environnement dans lequel ils vont devoir se développer, hein. On reste avec toi, Antoine. Comme je l'ai dit en introduction, tu es président des acteurs de la French Care. Comment tu penses que cet écosystème peut aider les scale-up à se développer? Alors ce qu'on a voulu avec la French Care et on s'est retrouvé avec, BPI France, Nicolas Dufourcq et puis beaucoup d'autres acteurs, de l'écosystème santé, c'est créer vraiment une communauté d'innovation en faisant le constat que, il y avait aujourd'hui dans la santé encore trop de murs, trop de silos et qu'on pouvait créer beaucoup de valeur, en facilitant des échanges, des dialogues sur justement, différentes zones à l'étranger, des process de scaling up, des collaborations, académiques, ou industrielles, et cetera. Et donc on a voulu créer autour d'un socle de valeurs commun dans la santé cette grande communauté, qui grandit beaucoup aujourd'hui, et qui amène beaucoup de valeur à tous ses membres. Et évidemment cette communauté, elle s'enrichit, d'un certain nombre de dispositifs et d'acteurs qui existent, notamment les pôles de compétitivité, mais aussi beaucoup d'autres, acteurs avec qui on travaille et qui ont tous cet objectif de faire réussir, les, startups, les industriels français en créant plus de liens et plus d'échanges. On parlait tout à l'heure, de la façon dont une startup va passer dans une phase d'hypercroissance. Le dialogue avec un industriel, par exemple, est toujours intéressant, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il est structuré, qu'est-ce qu'il va attendre, dans quel calendrier et comment est-ce qu'on peut répondre à ses besoins dans le cadre d'un partenariat, d'une stratégie d'open innovation, et cetera. Donc c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Finalement, il manquait un petit peu cette grande communauté de la santé qui rassemble pas uniquement des acteurs privés, qui rassemble aussi des acteurs publics parce que, créer le lien avec des professionnels de santé pour, tester une solution, avoir, des, sites de déploiement, d'une, innovation et cetera, c'est autant de temps de gagner, pour faciliter justement le déploiement des innovations et le passage à l'échelle des entreprises. Romain, chez Medicine, tu accompagnes, comme je l'ai dit, énormément de scale-up. Qu'est-ce que vous mettez en place comme programme concret, pour accompagner ces sociétés? Alors nous, on est un petit peu, du coup, Medicine, c'est un petit peu un laboratoire de tout ça, puisque effectivement, quand on regarde un peu la typologie des adhérents de Medicine, on a des grands groupes, hein, beaucoup de pharma, mais aussi medtech. On a des institutions hospitalières, on a également de grands labos scientifiques et on a 80%, ce sont des startups scale-up. Voilà. Donc on a un peu le labo potentiel d'un écosystème relativement réduit, mais c'est aussi le fait d'être en Île-de-France, on a beaucoup de sièges, etc. Et donc la politique qu'on a souhaité mettre en œuvre, tous les vice-présidents en fait, hein, et sous l'égide de Christian Deleuze, notre président, c'est de dire globalement, on va axer notre politique sur les scale-up autour de 3 piliers. Petit 1, l'accélération. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce programme qui s'appelle le Scale-up Booster, un programme en 6 mois, dont le focus est uniquement le développement commercial en France et à l'étranger pour des sociétés qui sont déjà en phase de croissance. Voilà, donc on les prend vraiment après le premier million et là, on va structurer la feuille de route de comment on passe du premier au troisième million, enfin à 3 millions et de manière, régulière et constante. Donc ça, c'est le premier point, c'était vraiment important. Le deuxième point, c'est que, c'est un petit peu compliqué de vendre, à un grand hôpital comme la PHP par exemple ou même, Telfoch, imaginons, ou l'Institut Curie parfois, et ou de vendre à Sanofi, Servier, Ipsen, et GE ou Philips ou Medtronic. Donc, on crée un projet qui s'appelle Caillou dans la chaussure, on aime bien les petits noms, voilà, caillou dans la chaussure, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand on est dans une grande entreprise, il y a des éléments, notamment, pour aller, mettre un nouveau produit ou lorsqu'on est, sur, un workflow, précis de marché, on a des éléments qu'on n'a pas en interne et qu'on ne veut pas et que voilà, qui font pas partie de l'ADN de la société. Est-ce que, Medicine peut jouer ce rôle de scouting finalement et de trouver sur chaque petit caillou dans la chaussure comment enlever ce caillou grâce à une start-up, une scale-up. Le fait de le faire sous notre égide, sachant que c'est dans le même écosystème, mécaniquement, ça va quand même fluidifier un petit peu et le besoin et la réponse.
C'est-à-dire qu'on va sélectionner les startups qui répondent le mieux à ce besoin réciproquement et ça va permettre de créer cet échange-là parce que de toute façon, la vente, c'est un processus. Et le troisième point, c'est une structuration par filière. On commence à réfléchir à la structuration par filière parce qu'en fait, et moi j'étais assez inspiré, je travaillais dans une entreprise allemande qui fonctionnait, vraiment en mode meute où, la grande entreprise amenait les petites entreprises et cetera et cetera et donc ça, c'est quelque chose dont on doit pouvoir s'inspirer et se dire: «Voilà, on a bien identifié les filières. Dans chaque filière, bah, oui, il y a des leaders et suivants et puis il y a des collaboratifs» et donc on essaie de structurer, voilà, c'est une approche un peu nouvelle, hein, chez Medicine, de manière matricielle par filière. Imaginons les maladies rares, pourquoi pas? Et dans les maladies rares, quels sont les acteurs aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils font? Déjà, voilà, panorama. Ensuite, comment on peut remplir les trous? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Et là, Medicine peut avoir un rôle assez, rigolo à jouer de laboratoire au niveau Île-de-France. Juste, je reviens un tout petit peu sur le Scale-up Booster où là, on est en train de finir d'accompagner, 4 sociétés. Donc c'était la première promo, très, très différente avec des enjeux, radicalement différents. Heu, objectivement, ça change la boîte. Objectivement, ça change la boîte avec des vrais sujets autour de l'organisation, de comment ah oui, OK, alors IMIA, est-ce que j'ai une politique commerciale IMIA? Bah, finalement, non, pas trop. Comment je vais construire cette politique commerciale en IMIA alors que mon focus, c'était les US et uniquement les US? On va pas rentrer, dans le débat du pourquoi, du comment. Mais voilà, donc ça, c'est intéressant ou est-ce que je vais attaquer, tel pays? Bah non, peut-être pas maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien, mais avant de se quitter, je voulais, qu'on plonge avec vous dans les coulisses de l'innovation des 20 dernières années. Je vais vous montrer à chacun, une image et je vous laisserai, nous expliquer ce qu'elle vous inspire. Alors celle-ci, pour Romain. Très bien, donc agent conversationnel, hein, typiquement et oui, en fait, le vrai sujet de ces éléments-là, c'est pas de dire que ça va remplacer le médecin. Je pense que enfin, moi personnellement, je suis trop vieux et peut-être que je suis trop vieux, je n'y crois pas du tout. Heu, ça va peut-être remplacer certains mauvais professionnels, c'est possible, mais pas les bons. Et ça va les augmenter au contraire et ça va leur faire gagner du temps et aujourd'hui, la perte de temps parce que, on écrit un compte rendu, on dicte quelque chose, c'est pas suivi d'effet, il y a pas de pérennité dans le traitement et cetera. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est une perte d'efficacité qui est énorme et tous ces outils-là sont objectivement dédiés à ça, à améliorer le quotidien qui est un quotidien compliqué et quand on regarde les professionnels de santé, moi, c'est à peu près le secteur que je connais le mieux. Pour le coup, c'est extrêmement compliqué de et soigner et de gérer le temps administratif et cette propagation de l'information et cetera et cetera. Donc ces agents conversationnels, c'est effectivement l'avenir parce que c'est un outil, mais il faut se poser juste la question de comment on va l'utiliser. C'est une image de simulation. Donc la simulation, c'est intéressant. Alors évidemment, j'ai été très impliqué sur ce sujet-là. Pour moi, c'est un bon exemple, à plein de niveaux. D'abord parce que donc c'est la simulation, dans la santé, c'est quelque chose qui a émergé, en tout cas en France et en Europe, sur les 20 dernières années. Dans d'autres pays, peut-être depuis un petit peu plus, longtemps. Mais ça représente, un bon exemple de la façon dont la technologie et la maturité, d'un écosystème, peuvent s'aligner pour permettre justement, la transformation, des organisations et puis des modes de conception aussi de l'activité. C'est un bon exemple aussi, de la porosité qu'il peut y avoir entre différents domaines, puisque la simulation, elle est née, des activités à risque. La santé en est une, mais finalement, elle s'y est mise, relativement tard par rapport à d'autres domaines comme l'aéronautique, le nucléaire, l'armée, la défense et cetera. Et finalement, ça permet, de revisiter complètement, la façon dont on peut, aujourd'hui, prendre en charge, soigner, et puis surtout, former, que ce soit pour des jeunes étudiants ou pour des professionnels de santé, qui sont, en exercice, en intégrant une brique, qui est, absolument indispensable et qui a été,
vraiment remise au goût du jour assez tard, qui est la brique de ce qu'on appelle les facteurs humains, qui est un élément central dans la sécurité des activités à risque, notamment en aéronautique, et qu'on commence seulement à intégrer en France ou en Europe grâce à de la littérature scientifique. Et puis, on commence à comprendre l'impact que ça va avoir sur la performance globale du système de soins. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tous les soignants aujourd'hui ont une vocation, c'est de faire le mieux qu'ils peuvent et le mieux qu'ils savent pour leurs patients. Et on se rend compte en fait que pour des questions justement d'organisation, de formation, parfois, ce mieux qu'ils peuvent ou ce mieux qu'ils savent, il n'est pas optimal par rapport à ce qu'on devrait attendre. Donc c'est une réalité qui n'est pas toujours facile à accepter parce qu'il faut arriver à dépasser un certain nombre d'éléments, mais qui permet, une fois qu'on l'a dépassé, notamment grâce à ces outils de simulation, d'aller vers des niveaux de performance qui sont extrêmement importants. Eh bien, on arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous l'avez compris, chez Medicen, c'est en collaborant ensemble que les prochaines étapes de l'innovation santé seront tracées. Merci à nos invités et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode de l'Éco-Santé. S'il vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez-nous des commentaires et des étoiles. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tour d'horizon de celles et ceux qui font l'innovation santé.